Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, belle discussion enflammée avec mon collègue Michael Heinz, qui est analyste d'affaires TI, qui est en charge d'explorer et d'évaluer les possibilités d'innovation chez nos clients et nos futurs clients. Le sujet, on aborde la question, devrais-je ralentir ou accélérer l'innovation en période de ralentissement économique? On sait que c'est un peu flou où l'économie s'en va dans les mois à venir et plusieurs personnes dans notre entourage nous posent la fameuse question et on pensait qu'il serait très pertinent de partager une belle réflexion structurée sur le sujet. La voici. Vous m'excuserez, ça fait longtemps que je me suis pas enflammé, mais à 2 reprises, je deviens très passionné par le sujet. Il sera question, entre autres, de l'opinion de Michael et mon opinion de qu'est-ce que l'innovation. On partage également une intéressante catégorisation que Michael a de l'innovation, alors que lui, de son côté, le sépare en 4 contenants et de mon côté, en 2 contenants. On parle également des 4 motivations possibles à l'innovation dans vos entreprises, soit augmentation de revenus, diminution des dépenses, apport d'une valeur ajoutée pour une partie identifiée et résilience. Donc, on parle entre autres dans ce point de la pénurie de main-d'œuvre. On termine avec des questions essentielles que vous devriez vous poser pour parfaire votre réflexion sur le sujet et surtout nous abordons le fameux concept de la dette d'innovation que l'on voit trop souvent dans les entreprises québécoises. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast. Michael, merci beaucoup d'être des nôtres cette semaine. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais peut-être pas, mais je suis un des auditeurs de première heure de ton podcast Pivot. Donc, c'est spécial, là, d'autant plus pour moi d'être avec toi. Bien content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qu'on se fait beaucoup demander, beaucoup par des prospects ou des gens dans l'entourage. Surtout moi, là, quand je parle avec d'autres entrepreneurs, je me demande toujours s'il y a un ralentissement économique devant nous, est-ce que je devrais ralentir mes investissements ou mes projets d'innovation technologique? Entre autres, nous, on fait du développement logiciel. La question tourne souvent autour de ça. Ou est-ce que je devrais accélérer? Donc, on avait eu une bonne discussion hors d'onde, Michael, toi et moi, puis je me suis dit, écoute, Michael, faisons un podcast avec ça parce que c'est vraiment une bonne discussion. C'est pas une question qui se règle en 30 secondes. Et il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de réflexions à faire. Le but de ce podcast-là aujourd'hui, c'est de vous transmettre ces questions-là, mais en même temps un peu la réflexion que vous devriez faire en arrière pour savoir, est-ce que je mets en bon français, le pied au fond ou je ralentis à ce moment-là, je mets un peu le pied sur les freins du véhicule ou pas. Donc, on va faire le tour de la question et j'espère que ça va vous aider, là, l'auditoire, de bien parfaire votre réflexion et de prendre votre décision si vous accélérez ou si on est plus prudent et on ralentit. Malgré qu'on va voir dans le podcast que des fois, le plus prudent, ce n'est pas de ralentir. Donc, on va voir dans la discussion devant nous. Donc, pour bien jeter les bases de la discussion, je pense que c'est important, Michael, qu'on puisse à tour de rôle, expliquer un petit peu c'est quoi notre définition de l'innovation, parce que on en avait dans cette discussion-là, Ardon, des définitions différentes, qui les deux sont bonnes, mais c'est 2 angles de vue, je pense, qui est intéressante à aborder. Donc, je t'inviterai en premier lieu à nous donner, selon toi, qu'est-ce que ta définition de l'innovation, qui, je pense que toi, tu l'as définie en 3 catégories, là. Oui, tout à fait. Je pense, dans le fond, de façon plus large, tu sais, c'est quoi innover? Je pense qu'on comprend tous ce que c'est, mais quand on doit après mettre des mots dessus, je te dirais que c'est là que ça a tendance à se compliquer puis à devenir quasiment un exercice philosophique. Fait que simplement, dans le fond, innover, c'est quoi? C'est créer puis implémenter des nouvelles idées pour soit améliorer des situations
ou résoudre des problèmes. Puis moi, j'utilisais une catégorisation pour essayer de m'y retrouver là-dedans. Puis j'en ai gardé 3. Donc, le premier type d'innovation, dans le fond, qui me frappait l'esprit quand on discutait, c'était une innovation au niveau du modèle d'affaires. Je donne comme exemple Uber, qui est arrivé, je pense, autour de 2009. Donc, traditionnellement, le modèle d'affaires pour se faire transporter par un inconnu ou quoi que ce soit, ça passait par l'industrie du taxi. Donc, c'était des compagnies qui achètent des licences à une municipalité, doivent s'acheter une voiture, puis ensuite vont pouvoir opérer sur un territoire donné. Avec Uber, on est venu carrément challenger, pardonne le mot, ce modèle d'affaires-là en permettant justement à des gens qui possèdent juste un permis de conduire, une voiture, d'aller offrir des services de taxi comme le ferait justement la personne en bonne et due forme qui a son permis, puis qui va être très cher, on va se le dire, là, pour ces permis-là à la ville, à quelqu'un qui a virtuellement aucune barrière à l'entrée. Donc juste, comme je disais, une voiture, un permis de conduire et évidemment un téléphone. Celui-là donc est arrivé même avant Airbnb, donc je pense autour de 2008. C'en est un autre justement, donc un nouveau modèle d'affaires. Imaginez, vous êtes un hôtelier qui possède aucun actif, aucun immobilier en fait, puis qui réussit quand même à faire la location de chambres. Donc on réinvente carrément un modèle ou en inventant un nouveau, en impliquant la technologie là-dedans. J'ai choisi ces 2 exemples-là aussi parce que, le thème sous-jacent à notre question aussi, c'est les périodes de ralentissement économique. Puis on se rappelle, donc, Airbnb, Uber, c'est pas mal arrivé 2008, 2009, donc à peu près en même temps là, que le dernier crash financier significatif, on va dire, dans l'histoire récente. Donc, je trouvais que ces 2-là, en fait, sont des excellents exemples pour notre question ici, pour leur timing, mais aussi, on parle de technologie, donc voilà. La deuxième catégorie d'innovation, en fait, j'avais choisi de retenir celle qui était au niveau des produits. Donc, l'exemple le plus simple à s'imaginer, notre téléphone intelligent qui est probablement dans nos poches sur le bureau. Donc, c'est carrément une nouveauté. Avant, on utilisait le téléphone pour faire des appels, avec vraiment Apple qui est arrivé avec le iPhone comme, je pense, le premier modèle significatif, mais là, on avait soudainement la caméra, la possibilité d'écouter de la musique, de naviguer sur Internet ailleurs que sur nos ordinateurs. Donc, ça a non seulement transformé l'industrie des télécoms, mais aussi la façon dont on interagit avec la technologie pour communiquer dans nos vies quotidiennes. Un autre exemple d'innovation produit, celui-là peut-être pas nécessairement autant à saveur technologique, mais quand même avec une certaine saveur. Je parle de Beyond Meat puis Impossible Foods. Donc, c'est deux entreprises en fait qui ont innové en créant des substituts de viande à base de plantes qui imitaient quand même très bien le goût, la texture puis la sensation en bouche de la viande de bœuf. Donc, ce produit-là, encore une fois, venait répondre à une demande croissante d'options alimentaires plus durables, respectueuses de l'environnement, puis qui offrait quand même quelque chose qui se rapprochait très près, en fait, du coût de la viande. Ma dernière catégorie, c'est au niveau des procédés ou des processus. Donc, un exemple quand même assez gros, là, c'est la robotique, par exemple. Donc, si on est dans un secteur de fabrication, juste le pouvoir inclure ou ajouter des robots dans une chaîne de montage, puis confier des responsabilités différentes aux humains, on a réussi à transformer des tâches répétitives, à les accélérer, à leur donner plus de précision que si on devait se fier à des humains. Puis on a pu comme ça, malgré l'investissement upfront qui est assez significatif, réduire les coûts, puis en revanche, après, pouvoir éventuellement transposer ça dans le prix de notre produit, puis en créant de la valeur dans le reste de la chaîne. Sinon, au niveau des processus, celui-là, j'irai avec un exemple qui était plus personnel pour moi. Quand j'ai commencé, j'étais analyste aux ventes et puis on avait, à chaque mois, on devait imprimer des rapports pour une force de vente au complet, à peu près une centaine de représentants, puis aussi pour leur directeur d'équipe. Puis, ce qu'on devait faire à l'époque, moi, on me montrait, tu dois, un par un, aller dans ton fichier Excel, changer le nom du représentant, imprimer le document, le brocher, ensuite aller le porter dans la bine à la fin de la journée pour que le représentant puisse prendre son rapport papier. Donc, moi, ce que j'ai fait avec les quelques connaissances VBA que j'avais, j'ai programmé une macro qui me permettait, dans le fond, de changer
le représentant, d'imprimer, changer le représentant, puis de faire la loupe comme ça, back and forth. Donc moi, comme ça, j'ai optimisé mon processus en innovant et je suis passé, dans le fond, d'une mise à jour de rapport qui me prenait 2 journées et demie à juste un avant-midi de travail. Donc, c'est un exemple de processus. Ça peut être, comme je disais tantôt, quelque chose d'aussi gros que d'implanter des robots à grandeur d'une usine, mais ça peut être quelque chose d'aussi petit que d'aller implanter des macros dans un fichier Excel pour améliorer en fait une situation de la vie quotidienne. Et c'est important à ce moment-là, pour ceux qui nous écoutent, 3 catégories: modèle d'affaires, produits ou procédés. On vous en parle à l'instant parce que plus tard, on va y revenir dans les questionnements. Il faut que vous réfléchissiez tout de suite l'innovation que vous êtes en train de faire ou que vous voulez faire, dans laquelle de ces 3 catégories-là ça se situe, parce que ça va peut-être être différent dans le fonctionnement un petit peu plus tard, dans la réflexion qu'il y a au bout de la ligne. Donc, que ce soit pour utilisation à l'interne dans votre entreprise ou pour commercialisation, généralement, ça va aller dans une de ces 3 catégories au bout de la ligne. De mon côté, j'ai une définition légèrement différente de l'innovation, mais les 2 définitions, je pense, sont bonnes. Moi, je le divise en 2 catégories. Les super innovations ou les innovations de fondation, si on parle dans nos propres entreprises. Donc, super innovation, j'inclurais tout ce qui est, excusez-moi l'anglicisme, disruptive, donc qui était très disrupteur, je pense, le mot en français. Exemple, quand le iPhone est arrivé, c'était très disrupteur de ne pas avoir de clavier physique sur les téléphones. Même chose avec Airbnb et Uber. Uber, c'était très disruptive, donc très disrupteur. Donc, ça devient... faut éduquer les gens, faut leur expliquer qu'ils ont peut-être ce besoin-là, ils savent pas qu'ils ont ce besoin-là et qu'une nouvelle solution existe. Donc, on pourrait comparer au début des années 1900 quand Ford est arrivé avec la voiture versus les chevaux. Ben, les gens ne le savaient pas, c'était très disrupteur. Donc, il y a beaucoup d'efforts pour réussir à amener ce genre d'innovation-là au marché, entre autres pour les éduquer. Puis c'est souvent une logique que le premier va généralement aller chercher toute la clientèle. Donc, ce qu'on appelle en anglais le winner takes all, souvent. Donc, Apple est arrivé le premier avec une technologie extrêmement à point. Et encore aujourd'hui, on parle de pratiquement 15 ans plus tard, Apple est une machine à imprimer de l'argent. C'est complètement hallucinant sur cette, je dirais pas simple innovation, mais sur cette super innovation qu'ils ont amenée. Ils ont réussi à l'amener loin en tant que modèle d'affaires. Donc, première catégorie, les super innovations. Mais la deuxième catégorie, je pense qu'il faut avoir une réflexion, c'est la fondation. Donc, c'est souvent là où la majorité des entreprises ne sont pas solides à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est quoi pour moi l'innovation de fondation? C'est une fois qu'on a implanté les logiciels tablettes ou les logiciels préfaits qui sont les meilleurs pour des petits morceaux dans notre entreprise. Donc, le meilleur système comptable possible pour ce qu'on veut faire, le meilleur logiciel manufacturier, le meilleur logiciel pour suivre nos représentants des ventes, le meilleur logiciel pour avoir des tableaux de bord. Mais après ça, il faut aller un petit peu plus loin parce que ces logiciels-là, souvent, ne se parlent pas et manquent parfois de fonctionnalités pour aller plus loin. Donc, dans ce genre de cas-là, la fondation, pour moi, ça serait d'interconnecter des systèmes ensemble pour qu'ils puissent se parler et enlever du manuel. 2, ça serait de faire un entrepôt de données central structuré pour être capable de produire des bons tableaux de bord et même d'arriver à une étape où on est capable de prédire ce qui s'en vient devant nous. Donc, on appelle ça de l'intelligence d'affaires. Et avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus loin que par le passé. 3e élément, ça serait d'ajouter des fonctionnalités à vos systèmes existants qui sont préfaits et qu'il n'y a pas la possibilité d'en ajouter. Maintenant, on est capable d'aller couvrir cet espace-là. 4e, ça serait de développer une plateforme ou un logiciel qui a des fonctionnalités ou un jeu de fonctionnalités que vos systèmes actuels ne couvrent pas. Donc, exemple, on parlait avec un client dernièrement, il voulait optimiser tout ce qui était chargement et déchargement de ses véhicules. Un client, entre autres, dans le domaine de la distribution de l'acier. Il n'y a rien qui existe présentement au marché. Donc, on pourrait dire d'innover. Pour moi, c'est encore dans la fondation de développer une plateforme qui va venir gérer cette partie-là de l'entreprise qu'aucun autre logiciel présentement ne couvre bien pour ses besoins. Et le 5e élément au niveau de la fondation, c'est de moderniser des vieux logiciels qu'on aurait peut-être développés sur mesure ou des logiciels qui ne sont plus supportés par le fabricant, mais qui sont critiques pour les opérations de l'organisation. Et souvent, les gens oublient cette partie-là. Ils se disent, j'ai un logiciel qui fait bien le travail. Oui, par contre, est-ce que dans 3-4 ans, vous allez être capable encore de l'installer sur vos différents systèmes d'exploitation? Est-ce que le fabricant le supporte encore? Puis est-ce que c'est critique pour vos opérations?
On voit beaucoup ça dans nos clients dans le manufacturier, qu'ils ont des systèmes sur lesquels ils sont vraiment pas résilients, ils sont pris en otage et ils ne vous le voient pas encore qu'ils sont pris en otage. Et quand ils vont s'en rendre compte, malheureusement, il va être trop tard. Donc, ça, c'est la section d'innovation que j'appelle la fondation. Donc, interconnexion, entrepôt de données, ajout de fonctionnalités, développer une plateforme qui couvre un jeu de fonctionnalités qui n'est pas couvert par les logiciels existants et la partie modernisation. Donc, moi, je sépare vraiment en deux éléments. Puis on va y revenir là, à la fameuse question, est-ce que je devrais accélérer ou ralentir? Puis je vais faire un lien avec ma définition à ce moment-là des deux catégories d'innovation au bout de la ligne. Maintenant, il y a une statistique qui existe à l'heure actuelle qui dit que les entreprises qui sont les plus innovantes, donc posez-vous la question, est-ce que vous vous définissez comme une entreprise innovante? La majorité des gens disent oui. Eh bien, les entreprises qui sont les plus innovantes présentement dédient 3 à 5 % de leur chiffre d'affaires, donc pas de leur profit, là, de leur chiffre d'affaires qui est réinvesti en innovation. Donc, je vous lance la question, combien présentement réservez-vous et dédiez-vous à l'innovation dans votre organisation, que ça soit pour de la fondation en innovation ou de la super innovation, ou même dans les 3 catégories que Michael parlait tantôt. Et là, vous devez vous poser la question, on s'en vient dans un ralentissement. Est-ce que je dois accélérer ou ralentir? Ça peut être un bon point de base de regarder combien vous mettez présentement, puis est-ce que vous êtes déjà à la traîne des entreprises qui sont vraiment innovantes? Et généralement, quand on parle avec les gens dans le marché, ils sont souvent à la traîne en termes de pourcentage qui est investi en innovation. Donc, si ça ralentit, généralement, c'est là que vous avez le plus de temps à l'intérieur de votre organisation de dédier du temps à l'innovation. Donc, souvent, c'est le temps à ce moment-là d'accélérer. Avant, là, j'étire ça un petit peu, mais avant de répondre à la question, il reste quelque chose à regarder ensemble, Michael. C'est quoi faut d'abord savoir c'est quoi nos motivations à innover parce que ça va venir vraiment impacter si on doit accélérer ou ralentir. Donc, de ton côté, je pense que tu vois 4 possibilités de motivation à l'innovation. Tout à fait. Donc, 4, c'est dans ma pratique avec des clients, justement, ce qui était le plus récurrent quand on s'assoit justement puis qu'on essaie de faire le bilan. Où est-ce que sont mes opportunités, mais surtout pour quelles raisons est-ce que je voudrais, par exemple, automatiser un processus ou aller développer quelque chose de nouveau. Donc, celui qui revient, c'est pas nécessairement dans cet ordre-là. Par contre, ce sont les 4 qui reviennent presque immanquablement, je te dirais. La première, évidemment, faire plus d'argent. Donc, l'innovation, ça peut être une source puissante de croissance des revenus pour une entreprise. On l'a mentionné tantôt, des Uber de ce monde, des Airbnb, Apple. On est rendu qu'on parle même plus de millions, mais presque de milliards. On sera pas nécessairement dans... C'est des exceptions, j'en conviens, là. C'est pas toutes les entreprises qui... Et pendant qu'on en parle, Apple a dépassé cette semaine à l'heure de cet enregistrement-là la valorisation de 3 trilliards. Et là, dans nos têtes, on a de la misère à imaginer c'est quoi 3 trilliards. Mais Apple, à ce moment-là, pourrait être dans le G8 aujourd'hui et ne pas être le dernier du G8 juste avec sa valorisation versus le PIB des G8. Donc, complètement hallucinant. Michael, je te laisse continuer. Personnellement, moi, je suis encore à la conquête de mon premier trilliard. Donc, c'est le fun de voir qu'on peut se rendre plus loin que ça. Donc, comme je disais, si on a plus d'argent, on a ensuite justement des budgets discrétionnaires pour se permettre, entre autres, de créer encore des nouveaux produits qui pourraient permettre de répéter le cycle ou des services même qui attirent des nouveaux clients. Ou sinon juste un produit qui est amélioré, ou même chose pour un service qui existait déjà qu'on a pu améliorer. Donc, on réussit à augmenter la valeur, puis par conséquent, le montant que les clients vont être prêts à payer pour eux. L'innovation, ça peut aussi offrir des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs auxquels on n'avait pas pensé, ce qui permet d'augmenter le volume de nos ventes. En outre, on peut aussi augmenter l'efficacité, la productivité générale de notre entreprise avec ces influx nouveaux-là. Je vais avec un exemple aussi là, qui me vient en tête comme ça, là, quand on parlait justement d'aller chercher des nouveaux marchés. Si tu connais l'histoire un peu de la Corona, qui est arrivée en Amérique du Nord comme une bière premium qui arrivait avec son marketing de la chaleur, de la limette et tout, c'était dans son pays d'origine une bière qui était, on va dire, budget pour reprendre la terminologie du marché ici, mais dont je pense que c'était la fille du propriétaire de l'entreprise voulait se démarquer de ses frères qui, eux, devaient recevoir des parts de propriété après le départ du père. Donc, elle a dit à son père qu'elle allait faire quelque chose de gros pour l'entreprise et c'est ce qu'elle a fait comme ça, en prenant un produit puis en allant le proposer comme une innovation dans un nouveau marché.
Puis on connaît le succès que ça a eu. Ça a permis justement de faire encore plus d'argent, évidemment, de le réinvestir dans l'entreprise, puis d'avoir comme ça d'autres, amener de l'eau au moulin, puis éventuellement créer avec l'effet boule de neige tous les avantages qu'on vient de lister dans cette section-là. Un autre point qui est très courant, c'est évidemment dépenser moins d'argent. Donc l'innovation, comme dans mon exemple tantôt, peut nous permettre d'en accomplir souvent plus avec moins ou sinon plus avec autant. Donc déjà, dans les deux cas, c'est une victoire. Donc, comme je disais, ça peut conduire à des économies de coûts significatives. Un autre exemple, c'est dans un processus de production, en le rendant plus efficace, encore une fois, on peut réduire les coûts. On peut éventuellement passer ça au client puis augmenter encore plus la perception de valeur. On peut aussi, comme je disais tantôt, automatiser des tâches manuelles puis réduire la nécessité d'intermédiaires coûteux. Donc, des fois, d'aller chercher un spécialiste en dehors de sa firme juste pour aller répéter, par exemple, du classement de factures ou des situations comme celle-là. Donc, c'est de l'argent qu'on peut garder, puis des coûts qu'on n'est pas nécessairement obligé de supporter. Puis finalement, l'innovation, par exemple, dans des matériaux, dans des technologies, ça peut nous permettre, en fait, d'utiliser encore moins de matériaux, moins d'énergie quand on produit. Donc, on devient comme ça moins coûteux, plus durable. Puis c'est tous des facteurs à long terme qui sont, je pense, positifs pour l'entreprise. La troisième raison que je vois dans ma pratique où les gens veulent innover, c'est pour créer de la valeur ou augmenter la satisfaction des acteurs d'un processus. Donc, de façon générale, on peut, si je devais le reformuler, c'est juste améliorer la vie des gens qui sont impliqués dans le processus, soit de fabrication d'un produit ou de livraison d'un service. Donc, moi, je prends mon exemple personnel que je mentionnais en début de podcast. Ce qui me prenait auparavant 3 jours m'en prenait maintenant qu'un avant-midi. Donc, ma vie était améliorée. J'avais plus besoin de passer ce temps aliénant-là, si on veut, qui avait pas tellement de valeur ajoutée, qui était pas un bon usage, on va dire, de la bande passante de mon cerveau. Juste ça a une valeur. Ça enlève le spectre de la tâche longue et fastidieuse quand on rentre au bureau le lundi matin, quand on sait que maintenant, ça va me prendre juste à 10h30, ça va être fini, ce long processus-là. On a dans un autre exemple, je te donne un client qui devait faire du traitement de factures. Non seulement devait les traiter pour les placer, justement confirmer que tout était en bonne et due forme puis qu'on pouvait pas procéder ça dans le système comptable, mais elle devait aussi, à partir d'une facture, en créer une nouvelle pour facturer un client pour un service. Donc, c'était une personne qui passait peut-être une 30aine d'heures par semaine à classer des factures, les imprimer, puis qui dédiait presque l'entièreté de son temps à faire ça. On a réussi avec une solution logicielle à diminuer ça, puis à ramener ça à 30 minutes par jour. Donc, cette personne-là se retrouve soudainement à retrouver de la valeur dans son travail, puis à pouvoir, comme je disais tantôt, utiliser en fait la bande passante de son cerveau pour des tâches qui sont à valeur ajoutée pas mal plus grande que juste le fait souvent de faire des tâches répétitives, de cliquer en des endroits spécifiques, de copier, de coller. Donc, c'est une des raisons ici pour laquelle les gens sont prêts à innover puis à investir pour pouvoir le faire. Puis le dernier point, celui-là, il est plus générique, je te dirais en quelque sorte. Ça permet en fait d'innover, d'être plus résilient aux conditions de marché. Donc, ça veut dire on réussit, par exemple, à moins dépendre d'une main-d'œuvre qui pourrait, par exemple, être spécialisée. Ça pourrait nous permettre aussi de retenir la main-d'œuvre qu'on a déjà. Donc, imaginez, dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, cette personne-là qui devait passer 30 heures par semaine à faire du classement de factures, qui peut maintenant passer à peu près 2 heures par semaine. Donc, la qualité du temps qu'elle va passer à l'emploi de son employeur va être drôlement améliorée par rapport à si elle doit aller répéter les mêmes tâches pour un autre employeur que lui a pas innové puis a pas implanté dans le fond des outils qui permettent justement de passer plus de temps à faire des tâches qu'elle aime puis qui sont plus stimulantes que ce qu'elle faisait avant. Puis aussi, mon premier point, c'était si la technologie permet de simplifier une tâche au point où je peux me permettre, dans le fond, d'aller chercher dans une base de candidats qui ont des qualifications vraiment moins nichées, précises et spécifiques, mais qui, je sais que grâce à l'innovation technologique que j'ai implantée chez moi, vont être capables de faire le travail puis de très bien le faire parce que le système va les assister puis les rendre compétents. Plus que si, par exemple, je devais les embaucher, m'assurer, est-ce qu'ils ont un certain
un certain ensemble d'aptitudes. Puis ensuite, là, je vais devoir miser sur un bon temps de formation, m'assurer qu'ils rencontrent chaque erreur possible, qu'ils vivent une première fois, puis qu'ensuite, ils deviennent compétents à 100%. Là, si j'ai des bonnes solutions en place, que mes processus ont été, encore une fois, bien pensés, bien outillés avec la bonne innovation technologique, mais je vais pouvoir éviter à cette personne-là probablement de faire un paquet d'erreurs coûteuses en temps, puis aussi en ressources. Et puis, ça va me permettre au final d'être plus résilient, comme par exemple, là, je disais à ce facteur-là, là, celui, par exemple, de la dépendance à la main-d'œuvre dans un contexte qu'on connaît là, avec la rareté qui se fait sentir puis qui continue en fait à être un facteur assez important, je te dirais, là, pour toutes les entreprises, en fait, je pourrais dire presque mondialement. Je sais en tout cas au moins en Amérique du Nord, c'est documenté, puis je le vois un peu plus dans l'actualité. Mais je prends pour acquis que c'est pas seulement qu'en Amérique du Nord qu'on observe ce problème-là. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2ceo.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2ceo.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Effectivement, puis il y a un autre élément que je rajouterais par rapport à la résilience, parce qu'effectivement, est-ce que vous voulez innover à cause qu'il vous manque de main-d'œuvre, vous êtes trop dépendant de la main-d'œuvre, mais on parlait de modernisation tantôt de système. On voit beaucoup d'entreprises présentement qui ont développé des systèmes maison et qui sont en otage par une personne qui s'en va bientôt à la retraite dans l'organisation. On le voit, on est en train d'aider un grand client présentement qui a développé un avantage incroyable sur la compétition d'avoir développé son propre système à l'interne. Mais là, présentement, puis on voit souvent ce cas-là, présentement, la personne qui a développé ce système-là va aller à la retraite un jour. Et la problématique qu'il y a, c'est qu'un coup que la personne est à la retraite, on est dans la problématique. Là. L'organisation est rendue très grande aujourd'hui et elle est en otage un petit peu, ou du moins, elle n'est pas résiliente. Donc là, ça se peut que ça soit une obligation d'innovation pour se rendre résilient à ce risque-là. Donc, ne négligez pas ça dans votre organisation, c'est super important. Ensuite, un coup qu'on a regardé cet aspect-là, les 4 motivations pour l'innovation, donc augmenter ses revenus, réduire les dépenses, créer de la valeur pour les acteurs dans le processus et ou être plus résilient, je pense qu'il faut se poser les 4 questions suivantes. La première, qu'est-ce que l'innovation pour moi? Puis qu'est-ce que c'est l'innovation également pour ma compétition? Parce que là-dedans, vous devez toujours vous battre contre d'autres joueurs. Des fois, les autres joueurs vont rapidement et beaucoup investir en innovation. Puis ça va m'amener également à la deuxième question, c'est où est-ce que je suis positionné dans mon marché, puis où est-ce que je veux me positionner. Si vous êtes le premier de classe, puis vous voulez rester premier de classe, quand l'économie ralentit, c'est pas le moment d'arrêter l'innovation, c'est généralement le temps d'appuyer encore plus fort sur l'accélérateur pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous rattrape à ce moment-là, qui arrive vite dans le rétroviseur. Si vous êtes deuxième et vous voulez devenir premier, c'est la même chose. C'est le meilleur temps que vous avez pour mobiliser le temps de vos ressources à l'interne pour accélérer votre innovation. Par contre, si vous êtes troisième de classe, puis en arrière de ça, puis vous dites, moi, je vis bien avec ça, puis c'est correct, à ce moment-là, c'est peut-être un moment de poser d'autres questions puis de voir est-ce que j'ai ralenti ou pas. Mais si vous êtes premier et vous voulez rester premier, si vous êtes deuxième et vous voulez devenir premier, c'est assez simple. Vous devez continuer ou même accélérer à ce moment-là votre innovation pour être certain que vous rendiez à destination où vous voulez aller. Ensuite, vous devez vous poser la question pourquoi je veux innover, puis en quoi c'est vital. Parce que peut-être vous n'avez jamais fait d'innovation, vous êtes le 6e dans le marché, puis quand vous regardez votre compétition, ils sont en train d'arriver avec une innovation de modèle d'affaires qui fait que votre entreprise, elle est peut-être menacée si vous ne renouvelez pas votre modèle d'affaires par l'innovation. Et on en parle, exemple, les gens qui faisaient du taxi, ils se sont toujours dit, toujours on va avoir besoin de gens de taxi. Quand Uber est arrivé, ça a tellement fait de disruption dans le marché que les gouvernements ont été obligés de s'en mêler et ralentir un peu le frein parce qu'il y avait trop de gens qui étaétaient sur la barre de perdre leur emploi. C'est dangereux. Et là, on le voit avec l'intelligence artificielle qui arrive. Si vous n'avez pas un œil sur l'intelligence artificielle, c'est certain qu'il y a quelqu'un dans votre compétition qui est en train de faire un focus là-dessus et qui a de fortes chances qu'il
créer une grande disruption dans votre domaine et dans votre industrie qui pourrait mettre à mal votre modèle d'affaires. Et c'est souvent quand on pense que jamais ça va arriver, que ça va arriver. On parle des hôtels. Les hôteliers disaient toujours, jamais on va se faire déloger parce qu'on a tellement d'immobilier, ça prend tellement de dollars pour entrer dans le marché. Jamais personne va nous déloger. On est les rois de la montagne et ça finit là. Et du jour au lendemain, innovation technologique par une simple plateforme. Je dis simple, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Là. Ça a coûté des centaines de millions à développer là, Airbnb. Bien qu'on pense que ça a coûté 50 000, mais c'est pas ça. C'est tout le temps simple du côté quand on n'est pas du côté du développeur. Mais posez-vous cette question-là. Pourquoi je veux innover, mais est-ce que c'est vital pour moi? Puis avec l'intelligence artificielle qui bouge très vite présentement, il y a de fortes chances que ça soit vital pour la pérennité de votre entreprise. Et la dernière question, c'est est-ce que j'ai un problème de main-d'œuvre ou de résilience? Si la réponse est oui, mais vous avez peut-être grand avantage à accélérer à ce moment-là votre innovation pour que quand ça va reprendre après une crise économique, que vous soyez beaucoup mieux positionné en fin de sortie du virage que votre compétition pour être capable de gagner la course au bout de la ligne puis d'avoir une meilleure efficacité. Et ce qu'on souhaite à tous nos clients présentement qu'on aide, c'est que leur coût de vente envers leurs clients soit leur vendant de leur compétition. Donc, imaginez-vous dans votre entreprise, si vous êtes capable de vendre à un prix où ce que vous faites une belle marge et ce prix-là, c'est le coût, le cost de votre compétition, vous venez à ce moment-là de créer un hécatombe dans le marché puis vous allez passer premier ou rester premier ou dépasser la compétition. Donc ça, c'est impossible à faire sans innovation. Puis si vous n'êtes pas en train de regarder activement comment le faire, dites-vous qu'avec l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer à grands pas dans le marché, dans toutes les entreprises, c'est juste une question de temps. Donc, est-ce que vous voulez être potentiellement cette personne-là qui va passer en premier ou qui va rester le premier ou vous préférez à ce moment-là juste ralentir un petit peu puis peut-être se faire dépasser. Donc, j'ai une opinion très tranchante, mais je vous le dis, moi, je vois ce qui se passe dans plusieurs industries présentement. On est aux premières loges de voir ce qui se passe avec modernisation, innovation, intelligence artificielle, au niveau également de l'intelligence d'affaires, côté sécurité aussi. C'est fou ce qui se passe présentement. Puis qu'est-ce qui se passe souvent est fait en cachette, en arrière du rideau. Et quand c'est présenté de l'autre côté du rideau, souvent il est trop tard parce que c'est des innovations qui ont pris 1, 2, 3 ans à développer. Et si vous voulez rattraper la compétition à ce moment-là, il est trop tard. Il est trop tard. Vous allez juste être égal à eux dans 3 ans. Puis eux vont être déjà rendus loin au bout de la ligne. Donc, je m'emballe un petit peu. Maintenant, je te pose la question, Michael, de ton côté. C'est quoi ta perception là, dans une économie qui peut peut-être ralentir ou qui est un peu plus tumultueuse? De ton côté, comment tu abordes ça puis comment tu vois ça? Bon, la réponse, elle paraît super simple, évidemment, que c'est le moment d'accélérer. Maintenant, faut pas le faire à tout prix nécessairement là. Je proposerais pas à un client d'investir tous ses cash flows, toutes les liquidités qu'il y a disponibles en innovation s'il est pour manquer d'argent pour payer sa main d'œuvre, par exemple. Donc déjà, faut en avoir les moyens d'accélérer. Ça peut être soit, comme je disais, par des projets autofinancés. Il existe aussi spécialement pour la technologie. Il y a de la subvention qui est disponible si on n'est pas nécessairement dans une bonne position sur le côté financier. Donc, la première étape, c'est si je veux aller mettre le pied sur l'accélérateur, j'ai combien de gaz dans le réservoir, d'essence ou sinon de charge dans la batterie, on va dire aujourd'hui, là, pour s'adapter on parlait d'un produit innovant, les voitures électriques, c'en est un. Donc, de savoir on a quoi, dans le fond, comme intrant, on va dire, pour pouvoir aller générer du mouvement. C'est une des choses. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai dans mon réservoir? Est-ce que je le lance comme ça, tout dans les airs, en espérant que ça génère une innovation? Évidemment, non. Donc, il faut voir avec ce qu'on a comme budget disponible, c'est quoi les opportunités que j'ai autour de moi et lesquelles ont le potentiel de me créer le plus de valeur. Donc, je fais le tour régulièrement chez des clients, puis des problèmes, il en manque jamais. C'est la beauté de la chose. Maintenant, c'est de savoir lequel devrait être passé en premier. Donc, j'ai une situation au niveau de ma gestion d'inventaire qui cause certains irritants, puis qui m'amène à débourser des montants qui sont pas nécessairement requis parce que mon système est déficitaire, versus sinon, j'ai aussi au niveau de mon système comptable, j'ai des irritants, je suis pas efficace pour traiter les toutes les interactions que je dois avoir avec mon logiciel comptable. Donc, nous, ce qu'on fait dans le cadre de nos exercices qu'on appelle ROI 48 heures, donc on s'assoit avec les clients, puis on essaye d'aller justement identifier tous les processus qui, selon eux, sont les plus critiques,
Puis ensuite, on essaye d'aller mesurer, donc combien, dans le fond, dans le processus actuel, on va dire, par exemple, coûte, puis combien, en fait, est-ce qu'on pourrait aller économiser, par exemple, si on devait optimiser un processus en émettant des hypothèses. Donc, si je donne un exemple, j'ai besoin de 2 employés à raison de 10 heures par semaine pour aller collecter la donnée pour me permettre de visualiser un tableau de bord qui me donne les informations dont j'ai besoin. Est-ce qu'il n'existerait pas une opportunité là d'aller peut-être passer de 2 employés 10 heures par semaine à 1 employé 1 heure par semaine juste pour aller faire une vérification rapide, s'assurer que toute la donnée est bonne. Bon, mais juste ça, je le prends sur une semaine, puis sur 1 an. Je regarde combien est-ce que je pourrais potentiellement réaliser comme gain. Souvent, comme je disais ici, c'est diminution de coûts. Mais est-ce que j'ai aussi créé de la valeur pour cet employé-là qui a peut-être plus nécessairement besoin d'aller passer à travers 12 fichiers Excel. Souvent 12, c'est un minimum, là. Donc, c'est la première question à se poser, d'essayer de penser à mesurer le processus actuel, puis d'émettre des hypothèses si je devais être en mesure de l'optimiser. Ben là, de commencer à calculer justement, elle serait où la plus grande opportunité. Donc, comme je disais, au niveau de la comptabilité, ça peut être la gestion des relations clients. L'inventaire revient souvent aussi, puis tu en as parlé, ça peut être même dans des sous-sections du processus de gestion d'inventaire, comme par exemple ce client-là qui mentionnait que au niveau du déchargement de ses camions, donc lui, il voyait un potentiel là. Mais c'est de se poser la question, combien est-ce que je pourrais réaliser comme économie? Souvent, c'est ça. Ou combien je pourrais vendre de plus si X, Y, Z. Donc, de mettre sur table, en fait, nos processus, les mesurer, puis d'aller mettre des hypothèses qui vont nous permettre ensuite de prendre la décision en disant, bon, mais voici le montant que j'ai de disponible pour investir dans l'innovation technologique. Lequel de ces projets-là serait susceptible de générer le meilleur retour? Puis c'est d'évaluer aussi, telle innovation devrait nécessiter un investissement qui est en ligne, par exemple, avec ce que j'ai disponible. C'est aussi celui qui me promet le plus gros retour. Mais là, à ce moment-là, je vais naturellement être amené à aller dans cette initiative-là, puis je vais placer les autres dans le backlog en attendant justement que le portefeuille se remplisse à nouveau pour une 2e ronde, puis une 3e ronde, puis comme ça, aller classifier nos projets. Donc, ta recommandation, Michael, ce serait de continuer et ou d'accélérer, mais s'assurer par contre les dollars qui sont investis, qu'on ait une bonne visibilité sur le potentiel retour sur investissement et le suivre. Donc, oui, de continuer à investir ou de encore plus investir, mais de le faire de manière extrêmement intelligente. Et c'est là que faut que vous ayez un bon partenaire autour de vous, que ce soit OpenMind ou une autre entreprise. Assurez-vous d'avoir un bon partenaire qui va vous aider à identifier vos opportunités d'innovation, mais surtout de voir combien ça coûte, combien ça peut potentiellement rapporter et de prioriser à ce moment-là les plus grands gains potentiels que vous pouvez faire là, durant cette période de temps-là. J'apporte un côté un peu plus abrasif de mon côté. On a énormément de clients dans le manufacturier et dans la construction. Et le discours, souvent, ce qu'on entend, c'est quand l'économie va bien, c'est « Ah mon Dieu, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai vraiment trop de choses à gérer et ça déborde de partout. Donc, c'est pas le bon moment. » Et là, overnight, du jour au lendemain, en l'espace de 90 à 180 jours, l'économie tourne de côté. Et là, on reparle avec ces mêmes clients-là pour faire des suivis. Et le discours est le même. Je ne peux pas faire d'innovation parce que là, l'économie va pas bien. Et ce qui arrive, c'est que ces entreprises-là accumulent une dette d'innovation incroyable. Ça, généralement, c'est une philosophie de gestion qui va souvent perdurer pendant des années. On le voit chez des prospects, chez des clients parfois, malheureusement, que y a une dette qui s'accumule d'année en année parce que la philosophie est toujours dans cette fameuse, ce que j'appelle en anglais la rat race, où ce qu'on tourne toujours en rond. On est trop occupé pour innover ou l'économie va pas assez bien puis on peut pas innover à ce moment-là, donc on innove jamais. Donc, posez-vous cette question-là si vous êtes en tout ou en partie dans ce cercle vicieux problématique-là. Et si jamais c'est le cas, essayez de regarder à quel point vous êtes probablement en train d'accumuler une dette d'innovation envers la compétition. Et c'est là que vous risquez vous-même de vous ramasser dans une situation que votre cost va être le vendant de votre compétiteur. Et ça, vous voulez vraiment pas vous rendre là parce que malheureusement, ça peut vraiment tourner rapidement puis amener des situations d'entreprise dans des zones extrêmement critiques. Et on le souhaite pas à personne, mais ça part souvent d'une dette d'innovation qui s'accumule à travers le temps. Donc, si vous avez du rattrapage
à faire, c'est vraiment pas le moment de ralentir quand que ça se met à aller un petit peu moins bien au niveau de l'économie. Je partage le même discours que mon collègue Gaël, que faut le faire par contre de manière intelligente. Donc, la réflexion, ce que je vous propose, c'est regardez c'est quoi le budget que vous pensez mettre en pourcentage de votre chiffre d'affaires annuel en innovation. Provisionnez-le dans vos états financiers. Donc, vous devez vous faire une réserve et normalement, c'est cette réserve-là que vous devriez utiliser. Et vous devriez avoir une bonne liste, un bon carnet d'innovation potentielle qui est bien défini par priorisation de gains. Et à ce moment-là, dans un ralentissement, vous devriez avoir déjà l'argent disponible. Et en plus, vous allez avoir le temps de vos ressources à l'interne parce qu'on l'oubliera pas, là, une innovation technologique, le succès repose d'abord et avant tout sur les humains. Et le meilleur moment pour faire l'innovation technologique, c'est quand les humains sont disponibles ou du moins le plus disponibles. Et c'est souvent dans les ralentissements économiques que vous pouvez profiter de cette variable-là qui est si importante pour un succès technologique au bout de la ligne. Dernier point, Michael parlait de subventions. Je vous invite à vous référer à l'épisode qui est sans numéro. C'est l'épisode qui est entre l'épisode 13 et 14 du podcast Pivot. On parle de subventions qui est disponible à l'heure actuelle par différents paliers du gouvernement. On parle entre autres du PECAN et du ESSOR qui vous donne plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a également le programme Innovation d'Investissement Québec qui existe présentement. On voit qu'Investissement Québec, entre autres, dans notre propre clientèle, a fait des prêts sans intérêt d'une belle valeur pour venir aider l'innovation, que ce soit chez nous ou ailleurs, chez OpenMind. Et également, il y a la BDC qui offre des prêts sans intérêt pendant 5 ans sous certaines conditions jusqu'à la hauteur de 100 000 $. Donc, vu l'inflation qu'on a aujourd'hui, qui ne voudrait pas un prêt sans intérêt pendant 5 ans, vous êtes payé à ce moment-là au final pour faire un rendement au pire de l'autre côté. Donc voilà, référez-vous à l'épisode sur les subventions entre l'épisode 13 et 14. Donc, ma conclusion de mon côté, puis Michael, je te laisse faire la tienne par après, mais en ralentissement économique, c'est très rare que ça vaut la peine de ralentir ou arrêter, mais il faut le faire de manière intelligente. Il faut profiter de la variable de la disponibilité des humains et idéalement, il faut l'avoir budgété à l'avance puis garder un budget récurrent chaque année, sinon on accumule une dette. Et il faut pas sous-estimer la compétition qui peut arriver du côté droit dans le champ droit, qui vont peut-être arriver avec une modèle très disrupteur d'affaires qui pourrait mettre votre propre modèle d'affaires à risque. Soyez le premier. Vous voulez pas être le deuxième, le troisième ou le cinquième quand ça va arriver. Donc voilà, c'est important d'innover. Michael, ton opinion pour terminer? Je sais plus quel grand sage disait qu'en période de ralentissement économique, il y en a qui vont aller couper sur le prix et puis il y en a d'autres qui vont aller maximiser la valeur. En fond, ce qu'on souhaite aux entreprises, c'est d'être dans cette deuxième catégorie-là. Je pense que la technologie, c'est un excellent vecteur pour y arriver. Puis allez-y, mais faites-le intelligemment en fonction de vos moyens, puis prenez la peine de mesurer avant d'investir aveuglément dans toutes les opportunités qui sont devant vous. Et je vous laisse sur une phrase de Winston Churchill qui est très inspirante dans ce genre de situation-là. Il disait, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc, un ralentissement économique égale souvent crise. Il y a toujours des opportunités. Assurez-vous que ce soit vous qui les saisissez et non votre compétition. Michael, un grand plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Merci pour ton temps. Tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. On est disponible sur LinkedIn ou sur le site d'OpenMind, comme technologie.com. Et je vous dis à bientôt. Voici mes 5 points principaux que je retiens de ma discussion avec Michael cette semaine. Premièrement, il ne faut pas s'égorger avec l'innovation. Assurez-vous de bien connaître vos chiffres et votre capacité financière pour avancer. Deuxièmement, selon les études et statistiques, les entreprises innovantes investissent chaque année un minimum de 3 à 5 % de leurs revenus en innovation technologique. Ma question pour vous, combien réservez-vous et investissez-vous chaque année dans votre entreprise? Troisièmement, une fois le budget réservé, il est très important d'évaluer l'effort, le budget par initiative requis et l'impact de chaque innovation pour pouvoir prioriser intelligemment les innovations devant vous. Quatrièmement, le succès d'un projet techno est souvent relié à la disponibilité de l'humain. En période de ralentissement, c'est souvent à ce moment que l'humain est le plus disponible
pour collaborer, donc ne gaspillez pas cette belle opportunité. 5e, décidez où vous désirez vous positionner dans votre marché et comment vous voulez vous différencier de la compétition. La réponse de la question d'innovation devrait suivre souvent via cette question. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage ou votre abonnement. Donc, en ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre un 30 secondes pour le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être intéressant pour lui ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.